Direx. Notre invité du jour, donc l'homme du milieu de ce vendredi 29 novembre, est bien Monsieur Gérard Darmanin. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur Direx TV. Je vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir, c'est nous qui vous remercions. Comment se passe le salon pour vous? Ben, très bien, c'est un premier salon. Bon, il y a peut-être des choses à améliorer dans le futur, mais pour un premier salon, c'est très très bien organisé. D'accord. Donc, sachez donc, chers téléspectateurs, que M. Gérard Darmanin est le directeur groupe des affaires internationales de Géodrill. Donc, il a tenu à nous le préciser, il est né le 4 avril 1957 à Tunis. Exact. Et il a un doctorat donc en business administration et il a rejoint l'entreprise Géodrill depuis 2008 pour s'occuper donc de son expansion et en faire un groupe international. Et rappelons que Géodrill est coté à la bourse de Toronto. Nous en parlerons dans cette émission. Mais tout d'abord, dites-nous, M. Darmanin, pourquoi vous vous êtes intéressé donc à ce métier que vous faites déjà? Quel est-il? Quel est le métier? Bon, déjà, on fait du forage minier. On ne fait pas de forage d'eau. Hein. D'accord, forage minier. Voilà, nous avons des machines beaucoup trop importantes pour faire du forage d'eau, ce qui fait qu'on laisse ça à d'autres personnes. On se concentre principalement et uniquement sur le forage minier. D'accord, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à ce métier? Alors, moi, personnellement, j'y suis tombé dedans, hein, parce que je travaillais pour une société de Dubaï et j'étais venu au Ghana pour lancer un projet. Vous fréquentez l'Afrique depuis longtemps? Voilà, depuis pas mal de temps, oui, ça fait 23 ans maintenant. D'accord. Voilà. Donc au Ghana? Au Ghana, oui. Et puis, donc, on m'a rappelé ensuite, après quelques années, on m'a rappelé sur Dubaï, mais je ne voulais pas rentrer. J'étais un peu tombé amoureux de l'Afrique. Et donc, j'ai préféré démissionner. Et comme j'avais le directeur, enfin le PDG fondateur de Géodrill, qui était un ami personnel, il m'a demandé de rester avec lui. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Géodrill en 2008. Et quand on parle de forage minier, on voit tout de suite donc l'activité sur le terrain. Est-ce qu'en tant que directeur des affaires étrangères, il vous arrive d'aller sur le terrain pour soutenir vos équipes, pour voir de près le travail, pour toucher du doigt les réalités? Oui, absolument. Enfin, avant, j'y allais beaucoup plus puisque la société était beaucoup plus petite. On n'avait pas la structure mise en place à ce moment-là. Donc oui, j'allais régulièrement sur les terrains pour aller voir les employés, voir aussi s'ils avaient des doléances, s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, enfin, pour l'amélioration du cadre de travail et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes directeur, je rappelle, des affaires étrangères donc à Géodrill. Quelle est votre mission principale? On fait une incursion dans votre quotidien, par exemple. Voilà. Bon, moi, quand j'ai voulu, enfin, quand Dave Harper, qui est le directeur général, le fondateur, oui, le fondateur, m'a demandé de travailler avec lui, je lui ai dit que moi, j'étais prêt à venir. Mais comme on se connaissait, comme je vous l'ai dit bien avant, lui... Vous étiez en France à cette époque? Non, j'étais déjà au Ghana. Au Ghana. Voilà. Mais lui voulait uniquement se concentrer sur le Ghana. Il ne se voyait pas grossir. Il disait qu'il avait eu plus que ce qu'il pensait dans sa vie. Donc ça lui allait très bien. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis prêt à te rejoindre à une seule condition, c'est que tu vois l'expansion de la société. On va à l'étranger et tout ce qui s'ensuit. Bon, comme... on travaillait ensemble et qu'on se connaissait, donc il m'a dit « Ok, banco, j'accepte ». Et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe Géodrill. D'accord, mais vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes basé également en Côte d'Ivoire? Oui. Depuis quelle année? Ben, ça fait maintenant 17 ans. 17 ans. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques-unes de vos réalisations, par exemple, ici en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Alors, quand on est venu, on a commencé, il y avait un groupe minier qui s'appelait Equigold, qui était situé à Iré. Voilà, donc c'est la première société qu'on est allé contracter en dehors du Ghana. Et il y a eu une anecdote qui est assez marrante, puisque moi j'avais pris les rendez-vous. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé un Australien qui m'a reçu, enfin qui nous a reçus, puisque le PDG était là aussi, et qui me demande à moi, bon, dites-moi un peu ce qu'il en est de vos foreuses. Alors
Je me suis mis à rire, j'ai dit, écoutez, il ne faut pas me demander à moi, parce que je ne sais pas si le moteur est devant ou derrière. Voilà, j'ai dit, alors si vous voulez parler, il faut parler avec ce monsieur. Donc, comme c'était deux Australiens, ils se sont mis et ça a très bien fonctionné, puisqu'on est parti avec une commande pour une foreuse et voir une deuxième ou une troisième si tout se passait bien. Wow. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, ce métier de professionnel du forage, vous êtes tombé dedans. Alors, si vous n'aviez pas fait ce métier, quel serait l'autre métier de votre cœur que vous auriez exercé? Moi, j'étais dans les documents sécurisés, c'est-à-dire qu'on faisait des passeports, des cartes d'identité. Rien à voir avec le forage. Absolument rien à voir. Bon, comme moi, je suis plus un administratif qu'un technicien, donc ça ne me pose pas de problème de passer d'une société à l'autre. La seule chose, c'est que j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se fait. Donc, par Internet, maintenant, ça nous aide beaucoup. Et puis, en posant des questions Et la transition s'est faite sans ombrage? Sans aucun problème, sans aucun problème. Je vous dis, la seule anecdote, c'était celle-là. Non, 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 tout s'est bien passé. Je vous dis, je passais des soirées sur Internet à regarder et comprendre les choses. Et il faut dire une chose, c'est que le PDG, David Harper, avait préparé des vidéos sur lesquelles il montrait les systèmes de forage. Des vidéos explicatives? Voilà, quand les tiges et les têtes de forage étaient en sous-sol. Donc ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Alors, en tant que directeur des affaires étrangères d'une entreprise d'une telle envergure, quels sont vos challenges au quotidien? Vous devez convaincre, je suppose, mais quels sont vos autres challenges? Nos autres challenges, c'est de grandir, toujours un peu plus. Quand j'ai rejoint Géodrill, il y avait 8 foreuses et 64 employés. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, nous avons 103 foreuses. Et, de 8 à 103. Voilà, et 1820 employés. 103 foreuses et 1820 employés. Waouh! Voilà. Ce sont des chiffres qui démontrent une certaine gloire, une certaine ascension, mais je suis sûre que tout n'a pas été toujours linéaire, tout n'a pas été toujours rose et toujours facile. Vous avez eu quand même des moments de déception depuis 2008 que vous avez intégré l'entreprise. Oui, on a eu pas mal de déceptions. Oui, et nous, on a envie de savoir. Voilà, on s'est investi sur certaines sociétés pour essayer justement de rentrer chez eux. Malheureusement, après énormément d'efforts, ça ne s'est pas fait. Et c'était des sociétés qui avaient vraiment pignon sur rue et qui, pour nous, étaient importantes. Mais bon, avec le temps, on a fini par les récupérer, puisque, comme je vous l'ai dit, Géodrill, c'est vraiment une success story à l'africaine. Parce que c'est une société, même si elle n'est pas, disons, elle n'a pas été créée par des Africains, mais c'est une société africaine dans tous ses coins. Voilà, la plupart du personnel, on l'embauche localement, là où nous sommes. Et avec l'expansion, les gens ont commencé à prendre confiance en nous et on a mis l'accent sur la qualité du travail, déjà, sur la qualité des machines. Et une approche, disons, assez amicale avec nos clients. Mais c'est surtout la façon de travailler qui a fait toute la différence. Et face à des coups parfois si durs, quelles ont été donc vos armes pour vous débattre, pour vous relever, vos principes, des valeurs que vous avez préféré mettre en avant pour redonner un nouveau souffle à votre motivation? Comme on dit un peu, on rentre par la porte, on vous fout dehors, mais vous rentrez par la fenêtre. Vous voyez, ça a été un peu ce genre de choses. On leur a amené bien sûr des garanties supplémentaires pour qu'ils nous donnent plus de confiance. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Géodrill est le numéro 1 en Afrique au niveau du forage. Et en dehors donc, du PDG, du fondateur, est-ce que quelqu'un d'autre dans ce domaine vous a inspiré? Parce que vous m'avez expliqué, vous avez vu des vidéos explicatives, vous avez fait des lectures, vous avez fait des recherches sur Internet. Est-ce qu'il y a, en dehors du fondateur, du DG, une personne qui vous a profondément impacté dans ce domaine? Oui, il y avait des gens qui ont été aussi, qui sont des grands noms. Par exemple, comme le PDG aujourd'hui Barrick, qui a commencé lui aussi comme un petit homme et qui a fait son bonhomme de chemin, comme on dit. Et c'est quand même une source d'inspiration lui aussi.
Aujourd'hui, il y a des jeunes générations qui s'apprêtent à embrasser ce métier. On peut même le constater ici au CIREX. Ils sont nombreux, ces jeunes qui sillonnent, qui prennent des informations, qui recherchent des stages et même qui se préparent à affronter donc le monde du travail. Est-ce que vous avez des conseils, des leçons à leur procurer afin qu'ils puissent être fin prêts lorsqu'ils vont embrasser le monde du travail? Oui, effectivement. Alors, on a déjà des accords qu'on a passés avec des écoles et on prend justement... Je rappelle en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, bien sûr. On prend un certain nombre d'étudiants que l'on garde pendant pratiquement 6 mois. Et en stage d'abord? En stage chez nous, voilà. Et nous sommes la seule société qui a une académie de forage. Ah, vous avez une académie de forage qui forme en moyenne par année combien d'étudiants? Il faut dire à peu près... Donc combien d'apprenants, je dirais? Voilà, je dirais à peu près une quinzaine par an. Mais ce n'est pas un travail facile, hein. Donc on ne peut pas dire on fait venir les gens, on leur apprend et ils sont... Non, dans les 6 mois, on va déjà faire une présélection de savoir qui a la capacité d'aller plus loin, c'est-à-dire de devenir un foreur. Parce que pour l'instant, ils vont être foreurs et plus tard... La consécration pour eux, c'est d'être des foreurs. Et là, ça leur donne une possibilité d'aller partout dans le monde. Et je suis sûr, M. Darmanin, qu'il y a des personnes qui nous suivent en ce moment, des jeunes qui s'intéressent, parce que vous racontez avec tellement de passion et d'amour et surtout de professionnalisme, je sais que ça intéresse plus d'un. Et moi, j'ai envie de demander, est-ce que tout le monde peut faire du fourrage? Alors, oui, je dirais... Est-ce qu'il faut être lettré? Quel niveau faut-il avoir? Quelle filière? Oui, il faut au moins un minimum de scolarité, de connaissances, parce que vous avez des rapports à écrire, surtout quand vous êtes un foreur, vous devez... Donc minimum, quel niveau? Il faudrait au minimum un bac. Un bac, d'accord. Un niveau bac ou un bac? Oui, enfin un niveau bac au moins. On ne demande pas de diplôme spécifique, mais je dirais pour avoir les connaissances suffisantes pour être promu... un jour foreur et peut-être plus tard superviseur et tout ce qui s'ensuit, il faut au moins un niveau bac, oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres perspectives en ce moment sur la Côte d'Ivoire, des projets, je dirais même si c'est à long terme, sinon des projets à court terme au niveau de la Côte d'Ivoire? Et aussi de la sous-région, hein? Oui. Enfin bon, dans la sous-région, on est déjà bien établi, hein, puisque comme je vous expliquais auparavant, moi, ma demande, c'était de nous exporter. Donc maintenant, nous sommes au Mali, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, bien sûr, Ghana, nous sommes en Égypte. Là, je pars après le salon, je pars en Arabie Saoudite pour ouvrir une antenne là-bas aussi. Et maintenant, nous sommes également au Pérou, en Chili, et nous sommes en train de prospecter au Brésil. Nous allons faire un tout petit jeu maintenant parce que nous voulons vraiment en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes l'homme du milieu d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc M. Gérald Darmanin. Vous êtes le directeur des affaires étrangères à Géodril. Oui. Alors, si je vous disais de vous représenter par une couleur? Ah, par une couleur. Alors, je dirais peut-être le blanc. Pourquoi? Ça se voit déjà, vous avez une chemise blanche. Ah oui. Pourquoi? Non, je pense que c'est parce que c'est une couleur qui donne l'honnêteté, c'est-à-dire aller directement au point et ne pas aller dire la vérité systématiquement, parce qu'il vaut mieux parfois dire la vérité que de prendre des chemins tordus pour finalement se retrouver avec des problèmes. On y va avec un chiffre qui vous caractérise, M. Darmanin? Alors un chiffre, le 8. Pourquoi? Le 8, parce que moi je suis né le 4 avril, donc 4-4-8. Mon fils est né le 8 août. Donc c'est un chiffre qui me botte. Et vous avez 4 filles, la moitié de 8. Voilà, et on en reparlera justement juste après cette courte page de pub que nous allons lancer maintenant. Voilà. Je dois dire, vous êtes... Je suis M. Ouattara Henri, assistant du manager des opérations de Géodril Côte d'Ivoire. Géodril Côte d'Ivoire, c'est une compagnie de forage qui est beaucoup plus spécialisée dans l'exploration minière. Nous faisons de forage, nous faisons des prospections dans les mines.
Well, my name's Trevor Campbell. I work for Geodrill in Côte d'Ivoire. I'm the maintenance manager for CI. It's a privilege, I think, to being offered to sponsor and assist with the rugby in Bouake. It's great that the Crack have proposed to do it here in Bouake. It's great that we're spreading it out from not just Abidjan, and it makes it more central for others from around the country to come to one place. It's not so far to travel. Nous avons choisi d'accompagner ce grand tournoi de rugby ici à Bouake, où Geodrill même siège, afin d'accompagner la jeunesse de Bouake et surtout les élèves, les étudiants, pour leur donner des bonnes perspectives. Parce que Geodrill est une compagnie qui englobe plusieurs domaines. Il y a les domaines très techniques, il y a les domaines de formation dans les mines, il y a les domaines spécialisés même pour le forage, il y a les mécaniciens, plusieurs autres domaines qui seront bien à proposer à ces jeunes qui vraiment auront besoin dans le futur d'embrasser certaines carrières professionnelles. Je suis Yao Elisha, planificateur de maintenance à Geodrill Côte d'Ivoire. C'est véritablement une très grande joie pour moi en tant que professionnel du secteur minier d'accueillir et d'encourager cette activité sportive au niveau de Bouake. Parce que j'ai fait la connaissance du rugby étant encore étudiant à Bouake. Pour moi, c'est une chose magnifique d'être associé à une activité que j'ai vu naître au niveau de Bouake. En règle générale, pour les jeunes, pratiquer un sport comme le rugby réveille véritablement leur capacité à s'imposer dans la société. Parce qu'un joueur de rugby est quelqu'un qui doit être au top de sa forme, il doit être un sportif accompli, quelqu'un véritablement assidu dans ses différentes activités. Donc, il y a des valeurs à gagner à pratiquer le rugby. We have not just happy about giving donation, but actually interacting with the school as well here in Bouake, not just part of the mining, but also to be able to bring the kids together and with sports. And yeah, I look forward to actually seeing the day and seeing the kids have fun. Geodrill et les sponsors sont heureux de vous accueillir ce 26 octobre au tournoi régional du Crack, qui sera la grande fête du rugby à Bouake. Vous suivez Sirex TV, nous sommes de retour dans votre émission Les Hommes du Milieu qui reçoit aujourd'hui M. Gérard Darmanin. Il est le directeur des affaires étrangères à Geodrill. Avant de partir, on évoquait un pan de votre vie de famille. Oui. Déjà, vous êtes français. Oui. Vous avez travaillé en Côte d'Ivoire, au Ghana, et vous vous retrouvez à naître à Tunis. Oui. Comment est-ce que ça peut se faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand-père était cheminot, il travaillait pour la SNCF. Cheminot, d'accord. Voilà, il travaillait pour la SNCF et on l'avait envoyé en Tunisie pour construire le système ferroviaire. Voilà. Et puis du côté de ma mère, mon grand-père maternel pilotait les bateaux de la marine marchande. Et comme il y avait un nouveau port en Tunisie, on l'avait envoyé lui aussi d'Italie, puisque ma mère est italienne. Il l'a envoyé en Tunisie pour, disons, représenter la société. Et comme ils habitaient tous les deux dans le même bâtiment, ils se sont connus. Donc mon père avait 6 ans, ma mère avait 2 ans. Et ils ont grandi... 6 ans et 2 ans. Oui, oui. Et ils ont grandi toutes ensemble. D'accord. Ils se sont fiancés, ils se sont mariés et ils ont fait toute leur vie ensemble. Et vous êtes une fratrie de combien de personnes? Oh, que 2. Que 2. Oui. Et vous en avez fait le double. Donc vous avez 4 enfants. 4 enfants, oui. Qui sont où? Alors, j'ai 2 filles qui sont en France. D'accord. J'ai un fils et une fille qui sont au Ghana. Vous avez des enfants en bas âge, des enfants adolescents, des adultes? En bas âge, il n'y en a qu'une qui a 13 ans aujourd'hui, mais sinon la plus grande a 32 ans, la deuxième a 25 ans et le garçon a 23 ans. Vous avez déjà une vie très occupée par le travail. Ensuite, vous n'êtes pas dans votre pays d'origine. Et de 3, vos enfants sont de part et d'autre du globe, j'ai envie de dire. Comment vous faites pour les voir? Comment vous faites pour créer un cocon familial? Déjà, est-ce que vous êtes marié? Non, je l'étais, je suis divorcé. Voilà, mais Vous arrivez à leur accorder du temps? À mes enfants? Oui. Oui, oui, bien sûr. Bon, maintenant, il y a les systèmes comme
WhatsApp, tout ça, qui permet maintenant, qui permet de parler avec une image. Mais moi, je me rends, disons, régulièrement en France. Et sinon, je les fais venir. Bon, après, ceux qui sont au Ghana, bien sûr, ils habitent chez moi en plus. Donc... Et est-ce que c'est vos enfants qui sont votre première source de motivation? Quand vous vous levez le matin, vous vous dites que vous devez vous battre pour eux ou vous devez vous battre pour marquer votre génération, votre temps? Quel est votre leitmotiv le matin quand vous vous levez? Mes enfants, à 100%. Pourquoi? Parce que mes enfants, c'est mes yeux. Hein, on ne vit pas sans ses enfants. On les met au monde, c'est pour s'en occuper hein, et faire tout ce qu'il faut pour qu'eux-mêmes puissent être lancés dans la vie active plus tard de la meilleure manière qu'ils soient. Et pour revenir donc à l'entreprise que vous dirigez d'une certaine façon, est-ce que vous avez je dirais un volet social au niveau de Géodril? Ah oui, nous avons un volet social assez important. Nous avons un très gros budget chaque année que nous votons, que nous mettons en place dans tous les pays. Et par exemple, la Côte d'Ivoire. Pour le cas précis de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, on a financé les équipes de taekwondo et qui sont revenues avec 26 médailles, dont des champions du monde, ce genre de choses. Donc vous voyez, on se rend compte qu'il y a des qualités en Côte d'Ivoire. Il suffit simplement de mettre les fonds, les moyens pour qu'on puisse les mettre en avant. Donc on a eu beaucoup de retours positifs. Des constructions d'écoles, non? Construction, oui. Enfin, on n'a pas fait de construction, mais on fournit beaucoup. On fournit des livres. Des tables bancs? Voilà, du matériel principalement. On donne beaucoup d'argent pour les orphelinats. Et chaque année, on a un budget pour faire opérer du cœur un enfant. D'accord. Voilà. Chaque année, et ça depuis pratiquement depuis 16 ans. Ben merci. Merci. Oui. Et Géodril, je rappelle, chers téléspectateurs, est présent ici au CIREX. C'est un stand à visiter absolument. Est-ce que vous avez un message important à lancer à tous ceux qui viendront demain? Parce que je pourrais le dire avec certitude, demain le salon sera plein, mais vraiment plus plein que les jours précédents parce que c'est le week-end et il y en a 2 jours comme ça, samedi et dimanche. Vous allez recevoir énormément de monde. Qu'est-ce que vous avez à lancer comme message à ces personnes qui n'ont jamais connu Géodril et qui passeraient peut-être à votre stand et même qui vous écoutent maintenant sur les télévisions du stand ou alors sur la page Facebook du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie? Voilà. Eh bien, ce que je leur dirais, c'est d'être courageux et de vraiment mettre du cœur dans tout ce qu'ils font, parce que la volonté des choses, c'est votre réussite. Souvent, il y a des gens qui disent « je n'y arrive pas », c'est parce qu'ils n'ont pas la vraie volonté, le véritable envie d'y arriver. Donc, il faut qu'ils se mettent vraiment en tête qu'ils n'ont pas de limites, que tout le monde peut réussir et ils devraient y arriver. Et il devrait y arriver. Nous aussi, nous allons arriver progressivement à la fin de cette émission. Mais avant de refermer, j'aimerais bien que, en un mot ou en quelques mots, en quelques phrases, vous donniez donc des conseils, à viser parce que vous avez une expérience, que ce soit par rapport au résumé de votre parcours, de vos échecs, de vos succès. Est-ce que vous pouvez lancer un message vraiment de motivation, peut-être pour quelqu'un qui veut laisser tomber? Oui, ben justement, il ne faut pas laisser tomber, même si vous tombez. Moi, je suis tombé je ne sais combien de fois, mais je me suis toujours relevé et vous voyez où je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de limite à la volonté. L'homme, quand il veut, il peut. Il n'y a pas de limite à la volonté. L'homme, quand il veut, il peut. Ce sont les mots de M. Gérald Darmanin, directeur des affaires étrangères à Géodril. C'était notre invité du jour dans votre émission Les Hommes du Milieu. Et voilà qui se referme maintenant. Mais restez sur CIREX TV, les programmes se poursuivent. CIREX.